allons essayer de problématiser la séquence, c'est-à-dire nous allons essayer de faire émerger les principaux thèmes de réflexion qui vont nous guider tout au long de l'analyse de cette pièce. Avant d'attaquer la problématisation à proprement parler, nous allons commencer par faire un petit point sur cette personne qui est Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, je vous indique en bas de la diapositive que vous avez sous les yeux deux choses. La première chose, c'est une biographie de Beaumarchais que je place en pièce jointe dans l'article sur le blog et que vous consulterez pour aller un petit peu plus loin que cette simple diapositive. Et la deuxième chose, c'est pour ceux qui auront un peu de curiosité à propos de cet homme un peu exceptionnel, ou pour ceux qui souhaiteraient présenter cette œuvre lors de l'entretien de l'EAF, des épreuves orales du baccalauréat, je vous indique le titre d'un film qui s'appelle Beaumarchais l'insolent. C'est un film d'Édouard Molinaro. C'est une comédie très drôle et très brillante qui pourra vous en dire un peu plus et qui vous donnera une idée un peu plus précise de, si ce n'est de qui était Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, au moins de qui nous pensons qu'il était. Alors, deux choses à retenir pour tous à propos de cet auteur, dramaturge. La première chose, c'est tout d'abord que Beaumarchais n'est pas un noble. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, de Beaumarchais, Beaumarchais est un roturier, c'est le fils d'un horloger qui va être horloger à son tour et qui va, à la faveur d'un mariage fort réussi, accéder à une fortune assez considérable. À partir de ce moment-là, il va se faire appeler de Beaumarchais, usurpant ou mimant une noblesse qu'il n'a pas. Il finira pourtant par devenir noble un peu plus tard dans son existence, car il va acheter une charge. Au XVIIIe, on peut acheter une charge qui donne accès à la noblesse. Beaumarchais devient donc noble et cette volonté d'accès à la noblesse est sans doute à considérer quand on s'intéresse au personnage de Figaro. La deuxième chose que je vous demande de retenir d'ores et déjà, c'est que Beaumarchais a une vie absolument incroyable. Une vie absolument incroyable tout d'abord parce que il a une vie amoureuse, intime, très mouvementée, qui lui vaut des procès, qui lui vaut arrestation, mais ça je vous laisse vous renseigner par ailleurs, et puis une vie tout à fait exceptionnelle parce qu'il va multiplier les professions. Donc, je vous l'ai dit, il était horloger, son père l'était, il va être professeur de harpe, financier, il va être lieutenant général des chasses, il va devenir évidemment dramaturge, et c'est en cela qui nous intéresse. Il va aussi être vendeur d'âmes, éditeur, et puis on dit même de lui qu'il a été espion pour le compte du roi de France durant la guerre d'indépendance des États-Unis, et sans doute, le dit-on, à bon escient, puisque tout semble aller dans ce sens. Nous pouvons maintenant nous consacrer à la problématisation proprement dite de la séquence. Donc, nous commençons par nous dire que nous avons affaire à une comédie en 5 actes et en prose. Une comédie du XVIIIe siècle, et quand on est face à une comédie, à plus forte raison quand cette comédie est une comédie du XVIIIe, il faut évidemment se poser la question du rapport de cette comédie à la grande comédie française, c'est-à-dire la grande comédie classique. Le mariage de Figaro n'est pas à proprement parler tout à fait semblable à une grande comédie classique, tout d'abord parce qu'il est en prose et que la grande comédie classique est en vers, mais pour tout le reste, on va se poser la question et on aurait tendance à dire assez spontanément que, effectivement, le mariage de Figaro ressemble à
une comédie classique. Il ressemble à une comédie classique pour plusieurs raisons. Je vais tout d'abord donner 2 raisons qui sont en lien avec la fameuse règle des 3 unités que vous avez apprises, répétées, réemployées au collège puis au lycée. Donc, on peut commencer par dire que, dans une certaine mesure, Beaumarchais respecte cette règle des unités qui est fixée au XVIIe siècle, donc durant la période classique. Tout d'abord, la pièce se passe en une journée, c'est la folle journée, il y a donc une unité de temps qui est respectée. Ensuite, il y a bien, comme le veut la comédie classique, une unité d'action. Cette unité d'action, c'est évidemment le mariage de Suzanne et de Figaro qui est retardé, empêché par les pensées libidineuses que le comte forme à l'égard de sa jeune servante. On retrouve également comme point commun entre le mariage de Figaro et une comédie classique une très claire volonté affichée et affirmée par Beaumarchais dans la préface de plaire et d'instruire. Alors vous savez que cette formule, instruire et plaire, plaire et instruire, est une formule qui est chère au classicisme, que vous avez étudié en seconde, et puis sans doute au collège quand vous avez fait des fables de La Fontaine. Dernier point en commun entre la comédie classique et le mariage de Figaro, le fait que les personnages dont use Beaumarchais, qu'il met en scène, sont des personnages qui ressemblent au type de la commedia dell'arte. Les types de la commedia dell'arte, ce sont des personnages de la comédie italienne, du théâtre italien, qui vont inspirer la comédie française. Ce sont des types dans la mesure où ce sont des personnages assez caricaturaux, qui occupent des emplois très précis et qui sont des personnages récurrents. Alors, dans la comédie italienne, on les reconnaît à leur costume. On connaît par exemple tous, on a en tête le costume de l'Arlequin. Et puis, on les reconnaît aussi à ce qu'ils sont des emplois tout à fait précis. On a le jeune amoureux, le valet rusé, la jeune fille amoureuse et empêchée par son père, le père en question, un vieux barbon, assez désagréable et ridicule. On a le riche qui abuse de son pouvoir, etc. Donc, le mariage de Figaro, on pourrait dire qu'effectivement, il s'inspire de la comédie classique. Pour autant, vous vous doutez bien que la question ne se pose pas uniquement en ces termes, sans quoi elle n'aurait pas lieu d'être, et le mariage de Figaro va aussi être une comédie qui va s'éloigner des règles de la comédie classique, règles dont on peut déjà préciser qu'elles sont encore en cours au moment où Beaumarchais écrit. On revient à la règle des 3 unités, d'accord pour l'unité de temps qui est respectée, mais l'unité de lieu n'est pas respectée. Sauf à considérer que le château est un lieu unique, il y a plusieurs lieux qui sont mis en scène par le mariage de Figaro. Ce qui veut dire que sur la scène, il y aura des changements de décor qui étaient évidemment proscrits par le théâtre classique. Nous avons dit avant qu'il y avait une unité d'action, et c'est vrai, il y a une action centrale, mais il faut remarquer que cette action centrale, cette action principale, est diluée en quelque sorte par de nombreuses ramifications. Vont se greffer sur l'action principale, le mariage de Figaro et de Suzanne, d'autres actions, d'autres intrigues, pourrait-on dire, et je pense en particulier au procès qui oppose Figaro et Marceline, à la romance entre la comtesse et Chérubin, aux tentatives de séduction entre du comte qui se rapproche de Fanchette, à la reconnaissance du fils par Marceline, etc. Nous avons dit plus haut également que Beaumarchais était animé par une volonté d'instruire et de plaire. Alors c'est vrai, et il écrit d'ailleurs dans sa préface qu'il entend amuser en instruisant. Néanmoins, si on s'intéresse un petit peu à ce qu'il écrit, on se rend compte que amuser en instruisant, c'est une reprise d'une affirmation de Molière qui voulait instruire en divertissant. Alors, le sens est évidemment le même, hein,
Et vous comprenez bien qu'il s'agit à la fois de corriger les mœurs du public, tout en l'amusant de façon à rendre le message plus pertinent. Beaumarchais, quand il fait référence ainsi, sous forme de clin d'œil à Molière, s'inscrit dans son héritage, revendique son héritage. Néanmoins, il inverse l'ordre des mots, et cette inversion n'est sans doute pas anodine, parce que cela signifie que si pour Molière, le but final, la mission que doit se donner une comédie est avant tout d'instruire, elle est avant tout d'amuser pour Beaumarchais. Et enfin, dernier point qui nous permet de nuancer la ressemblance de la comédie de Beaumarchais avec la grande comédie classique, c'est le fait que si les personnages sont effectivement des personnages types, inspirés de la commedia dell'arte, on peut très vite se rendre compte que chacun d'entre eux est capable de bons mots, d'esprit, de ruse, et que donc ces personnages sont revisités par Beaumarchais. Alors, on retient de cette diapositive que Le mariage de Figaro, ce sera une comédie qui va être héritière de la comédie classique, qui va d'ailleurs le revendiquer, mais qui néanmoins va renouveler le genre. Et comme je me doute que pour certains d'entre vous, le théâtre classique est un petit peu loin dans vos souvenirs, je vous mets en bas de la diapositive un lien vers une toute petite vidéo qui vous permettra de revoir ces différentes règles qui régissent le théâtre du XVIIe siècle. Je suis partie pour l'heure du principe que Le mariage de Figaro était une comédie. C'est bien ainsi que Beaumarchais l'a défini. Et pourtant, on va quand même se poser la question, est-ce qu'on a bien affaire ici à une comédie? Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une comédie? Une comédie, c'est une pièce de théâtre qui va mettre en scène des personnages du commun, c'est-à-dire des roturiers, des personnages non nobles. C'est une pièce qui va mettre en scène du comique. C'est une pièce qui va être marquée par une fin heureuse qui marque la réconciliation du groupe. Et enfin, c'est une pièce qui va s'engager sur le terrain de l'intime, du familial, qui va évoquer des thèmes qui relèvent de l'individu. À tous ces égards, Le mariage de Figaro est une comédie. Mais là aussi, évidemment, les choses ne sont jamais si simples qu'elles le paraissent avec Beaumarchais, et on peut remarquer que si les personnages sont bien des personnages du commun pour ce qui concerne Figaro et Suzanne, ce n'est pas le cas pour le comte et la comtesse. On a en scène dans Le mariage de Figaro des personnages nobles. Or, les personnages nobles n'ont pas de droit de cité dans la comédie au XVIIe, pour une raison toute simple. La tragédie est le genre noble et elle met donc en scène des personnages d'importance. La comédie, qui est réputée être un genre un peu plus bas, je vous renvoie à Réponse à un acte d'accusation de Victor Hugo, que nous avons étudié en début d'année. Donc la comédie, elle se contentera, en quelque sorte, des bourgeoises et des valets. On a dit auparavant qu'il y avait du comique dans la comédie, et c'est le cas. Mais dans Le mariage de Figaro, ce comique est contaminé par le pathétique et le tragique. Alors le pathétique, ce sont évidemment les plaintes de Marceline, c'est également sans doute la question centrale de la pièce, le droit de cuissage que le comte veut rétablir pour pouvoir profiter de sa jeune servante le soir de ses noces, le jour de son mariage. Et vous comprenez bien que nous sommes face à une question qui est une question de viol par autorité. Donc, nous sommes plutôt dans quelque chose qui va créer l'émotion chez le lecteur, chez le spectateur, donc dans le pathétique. Pathétique, mais également du tragique, parce que Figaro, dans son monologue que nous étudierons plus tard dans la séquence, va évoquer son incapacité à vivre autre chose qu'une vie de misère, quels que soient les efforts qu'il déploie. Donc, nous avons un personnage qui est bien un personnage tragique dans la mesure où il se débat en vain contre une force qui le dépasse.
On n'est pas ici face à une force divine, mais il y a néanmoins un fatum politique en quelque sorte. J'ajouterais que la comédie emprunte aussi à la tragédie, que je distingue évidemment du registre tragique. Avec ce monologue, Beaumarchais introduit un monologue d'une longueur stupéfiante dans une comédie. Or, le monologue, c'est un petit peu la chasse gardée de la tragédie. C'est le moment, le morceau de bravoure durant lequel le comédien va devoir provoquer chez le spectateur à la fois la pitié, la terreur, un petit peu comme dans la fin de la tragédie. Et pour cette raison, parce que on est dans l'émotion et non pas dans l'action, les longs monologues sont chassés de la comédie. Donc ici, une comédie qui emprunte un peu à la tragédie. J'ai mentionné plus haut le fait que nous avions une fin heureuse, donc nous étions dans une comédie, oui, mais si nous avons bien une fin heureuse, quelle est la morale de cette pièce? Parce que la morale, la fin heureuse de la comédie doit rétablir un ordre social en donnant une morale à l'histoire. Or ici, il est un petit peu difficile, et on y reviendra quand nous étudierons le dénouement, il est difficile d'identifier une morale. Le comte qui voulait abuser de son pouvoir est effectivement empêché dans ses actions, mais il n'est absolument pas puni. Enfin, dernière chose que nous avions évoquée pour dire le mariage de Figaro est une comédie, le fait que nous avons dans cette pièce des thèmes qui engagent l'intime, le familial, il faut quand même remarquer que la pièce engage également des thèmes qui sont bien plus larges et qui touchent aux politiques. Alors je pense à la révolte du Valais, au sentiment d'injustice qui anime Figaro, et des thèmes qui touchent également au social. Je fais référence à la tirade de Marceline sur les hommes si ingrats et qui évoque évidemment la place de la femme dans la société. Donc, le mariage de Figaro, une comédie, oui, mais une comédie qui emprunte à d'autres genres théâtraux. On peut même aller plus loin en se demandant, est-ce qu'on est encore toujours face à du théâtre? Bien sûr que la pièce est une pièce de théâtre. Elle est faite pour être jouée et pour être lue, bien sûr, mais pour être jouée avant tout. Il n'empêche que, à l'intérieur de la pièce, il y a deux choses au moins qui s'écartent de ce que l'on attend du théâtre. Il y a tout d'abord les chants et il y a ensuite les tableaux. Alors les chants sont réservés normalement à l'opéra. On est au XVIIIe, les chants se font dans le cadre de l'opéra et ils n'ont pas à être mis en scène dans une comédie. Les tableaux, je vous mets en remarque de regarder l'acte 2, scènes 3 et 4. C'est le moment où Chérubin fait sa romance à la comtesse dans une scène extrêmement touchante. Une didascalie initiale de Beaumarchais nous indique que la scène doit représenter une belle estampe selon Van Loo. Or, cette belle estampe, c'est évidemment un tableau. Donc ici, Beaumarchais va emprunter à l'art pictural, à la peinture, pour composer sa pièce. On retient donc de cette diapositive que nous sommes bien face à une comédie, mais à une comédie qui va se renouveler en empruntant à d'autres genres. On parle de porosité générique. La porosité, c'est le caractère poreux de quelque chose. Si vous avez du carrelage chez vous, si vous mettez une goutte d'eau sur votre carrelage et que cette goutte d'eau pénètre l'intérieur du carrelage, alors on dira que votre carrelage est poreux, c'est-à-dire qu'il se laisse pénétrer par d'autres matières que lui-même. La comédie, et plus généralement les œuvres littéraires, peuvent être poreuses à d'autres genres, et on parle dans ce cas-là donc de porosité générique. Il nous faut nous poser une question face à cette œuvre, une question majeure qui va guider toute notre étude du mariage de Figaro. Et cette question, c'est la question qui porte sur le caractère révolutionnaire de l'œuvre.
On a vu dans Le Mariage de Figaro pendant très longtemps une œuvre révolutionnaire dans la mesure où elle annonçait la Révolution française parce qu'elle présentait un valet qui s'opposait à son maître. Et on peut se demander si effectivement la révolution du Mariage de Figaro, c'est cette révolution politique qu'engage Figaro, ou si la révolution ne serait pas plutôt une révolution théâtrale. En d'autres termes, on peut se demander si la révolution engagée par le Mariage de Figaro n'est pas avant tout une révolution du théâtre, dans la mesure où Beaumarchais va renouveler avec cette pièce toutes les pratiques théâtrales de son époque. Nous en avons terminé pour cette problématisation de la séquence. C'était une séance fort dense. Je vous félicite d'être allés au bout. Et nous retrouvons dès demain à 10h devant le blog.